Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie déchets verts. Souvent, il y a pas mal de questions qui reviennent là-dessus. Alors, c'est normal parce que j'explique souvent que ça fait partie des plus gros apports exogènes qu'on a sur l'exploitation. On n'a pas d'élevage à côté, comme vous savez. Donc, les pailles, les résidus de culture ne sont jamais exportés. Mais par contre, on ramène régulièrement, je disais souvent du compost de déchets verts, mais en fait, c'est du déchet vert broyé, il n'est pas composté. Le retourneur d'andin ne passe pas. C'est juste que le tas peut travailler un peu de lui-même selon la durée entre le broyage et l'épandage. Donc on va essayer, je vais essayer de vous expliquer comment ça marche, commencer au début et commencer une fois épandu. Donc la première étape, c'est celle-là. En fait, les déchetteries, on a un partenariat avec les différentes communautés de communes où les déchetteries viennent vider leur benne de déchets verts directement sur notre plateforme. Donc ça fait des gros tas comme ça, vous voyez. Donc les camions sont vidés en épi et après régulièrement on vient avec le télescopique rassembler tout ça pour pas que ça prenne trop de place et remonter. Nous on dit qu'on va remonter le tas. Donc ça sert à gagner en place parce qu'au bout d'un moment ça se tasse un peu. On a 2 broyages par an. Et donc on va regarder un peu comment c'est avant et après broyage. Vous voyez, là il y a une benne là, un caisson là. Et en remontant, on fait des tas qui font jusqu'à peut-être 6 mètres de haut. Donc c'est un gros broyeur qui vient deux fois par an. J'essaierai de trouver une photo et vidéo où j'ai un collègue qui est équipé Calcien. Et je vais voir si je peux avoir une vidéo de son broyage. Vous verrez comment ça se passe. Donc dedans, il y a tout. Selon la période de l'année, ça peut varier. Il peut y avoir de la tonte, de la sciure, des bois plus ou moins gros, des branches. Il y a tout ce que les gens amènent en déchetterie. Donc une fois broyé, on va voir ce que ça donne. Donc il y a différentes fractions, on va dire. Il y a différentes couleurs selon la nature au moment du broyage. Vous voyez, ça fait... il y a la fraction un peu fine et puis avec, il y a des petits morceaux... Il y a des morceaux de bois un peu comme ça qui arrivent à passer à travers. Des fois on a des morceaux vraiment plus gros qui tombent à côté. Là par exemple, on a un des 2 épandeurs, le hérisson est broyé par des morceaux un peu plus gros, des fois qui arrivent à tomber de chaque côté du broyeur. Normalement c'est la 2e personne qui est là au moment du broyage qui ramasse tous les plastiques et autres qui doit retirer ça. C'est-à-dire que souvent il y a quelques poches plastiques, il y a des trucs qui peuvent se retrouver dans les déchets verts. Donc au broyage, il doit y avoir 2 personnes, une personne qui conduit la chargeuse et l'autre personne qui fait le tour du broyeur pour ramasser toutes les branches qui tombent du broyeur à gauche et à droite et qui retire toutes les parties plastiques qu'on peut voir là. Vous voyez, on en voit un tout petit peu en blanc ici. Et cette personne ramasse tous les plastiques et nous remplit des poches poubelles et les met à côté. Et ça, je lui explique à chaque fois, cette personne, quand c'est moi qui la vois, ou mon frère ou mon père, c'est un poste assez important, ça évite qu'il y ait des plastiques dedans. Alors nous, on n'est pas en bordure de périphérie de grande ville, donc on n'en a pas beaucoup. Ça fait quand même 5-6 poubelles qui sont remplies à chaque fois, mais en bordure de grande ville, ça peut être un souci, parce que une fois broyé, ça le met en petits morceaux, une fois que ça passe dans les pendeurs, ça le remet en petits morceaux, et on se retrouve avec des morceaux de plastique dans les champs. Et par exemple sur la partie ACS, on n'enfouit jamais, les plastiques sont jamais enfouis, ils restent en surface. Voilà, donc ça fait ça comme... Alors c'est plus ou moins sec selon la pluvio qu'on a eu ou la matière ou comment c'est pris le tas. Donc voilà, je vais vous montrer au niveau de l'épandeur d'ailleurs. Des épandeurs à table d'épandage. Nos 2 épandeurs sont comme ça. Ça marche vraiment pas mal. Là, pour le coup, avec 2 grosses assiettes, on épand tous les 8 mètres. Ça affine très bien, ça fait de super boulot. L'autre épandeur est plus vieux, il a 4 assiettes. On épand à 6-7 mètres et moins régulier que ça. Donc ça, ce type d'équipement est vraiment pas mal et on utilise ça aussi pour les fientes de poules. Donc maintenant qu'on a vu un peu comment est fait le produit et la provenance,
On peut parler de coût aussi. Alors nous, le coût, le broyage est payé par Qualitum, qui est l'organisme en Charente qui se gère normalement, qui gère la collecte et le retraitement et le recyclage des déchets. Donc, mais il s'occupe des poubelles noires, vertes, le vert, les poubelles jaunes, tous les déchets verts, enfin tout ce qui est en déchetterie, et ainsi de suite. Donc nous, on fournit la plateforme, l'épandage. Il y a un plan d'épandage avec des analyses tous les ans du produit pour voir s'il respecte bien les normes en métaux lourds. C'est des produits que vous pouvez, je crois qu'on peut trouver à la vente autour des 10-11 € tonnes. Je crois que dans certains secteurs, ils ajoutent des bouts de station d'épuration. Alors, j'ai pas d'avis là-dessus. Les déchets verts, vous pouvez très bien aussi faire vos propres plateformes et recevoir, par exemple, les déchets verts de particuliers ou de professionnels d'espaces verts. Donc, libre à vous de créer aussi vos points de collecte. Après, il y a de la surveillance. On doit surveiller qu'il n'y ait pas des vidanges sauvages, qu'il n'y ait pas des incendies, comme on a eu l'année dernière. Il y a eu, voilà, donc ça engage aussi à certaines responsabilités. Quelle est la place du produit chez nous dans notre système culturel? Donc là, ce que je vais dire est valable, peu importe que ce soit des parcelles en bio, en TCS, en labour, en non-bio, en non-travail du sol. Dans tous les cas, là, c'est juste du bon sens paysan. Qu'est-ce qu'on apporte? Au sol, on apporte... donc, il faut voir ça comme un amendement et non comme un fertilisant. On apporte du carbone, tous les oligos du NPK un peu en quantité moyenne. Alors, l'azote, c'est plutôt faible que, on va dire, le produit a plutôt tendance à mobiliser de l'azote par la dégradation du carbone plutôt qu'à en libérer. Donc, ça apporte un peu de phosphore, de potasse. J'essaierai de mettre une analyse, de faire apparaître à ce moment-là. Et puis, il y a une multitude d'oligo-éléments. Donc au niveau LIGO, on apporte du bore, du cuivre, du zinc, de la magnésie. Il y a plein de, pas forcément de grande quantité, mais nous en moyenne, on essaie d'apporter entre 7 et 10 tonnes de cette matière. Alors le point négatif, c'est que le poids spécifique peut être faible. Autour, le poids spécifique, enfin la densité, on doit être peut-être à 0,4, 0,5, 0,7. Il faudrait que je retrouve mes chiffres. Mais c'est voilà, on roule du volume plutôt que du poids. Mais en apportant 5-7 tonnes régulièrement au sein de la rotation, on apporte un florilège d'oligo-éléments et qui fait que tout doucement au niveau du sol, on remonte tout. On n'apporte pas juste un élément, on remonte tout. Et également, on apporte à manger pour la vie du sol de manière régulière. Et donc, on vient remonter toute la partie minérale, mais aussi la partie organique, c'est-à-dire que même des champs en bio qui ont du labour tous les ans, le taux de matière organique a quand même progressé. Et je pense qu'il y a certaines parcelles, mon père a dû gagner entre 50 et 100% quasiment de taux de matière organique. Il y a des parcelles qui doivent approcher des 3,5 de points de matière organique, alors que sur les parcelles qu'on a pris dans le secteur de notre installation avec notre frère, il y a des parcelles qui avaient que 1,8. Donc maintenant, on a rendu plutôt à 2,4 au bout de 6-7 ans. Mais voilà, donc nous, ça a été dans la partie ACS, ça a été un levier important qui a été mis en œuvre les premières années. Donc il y a eu l'arrêt du travail du sol, le chaulage qui n'avait pas été fait, l'arrêt des exportations des résidus de culture et l'apport de compost de déchets verts, enfin de compost de déchets verts broyés. Donc en mettant avec ça, ça a permis de mettre tous les curseurs au maximum au vert pour remettre en route des sols, redonner de la vie du sol, à donner à manger et remonter toute la partie minérale et matière organique. Donc voilà, ça nous a permis de gagner beaucoup de temps, alors que qu'on fait que arrêter le travail du sol, couvert, et arrêter d'exporter les résidus de culture. Donc on peut augmenter le taux de matière organique, mais ça peut prendre pas mal de temps. Et la vie de paysan, c'est rien par rapport à la durée de vie d'un sol et le fonctionnement d'un écosystème. Donc quand on fait des apports exogènes comme ça permet de gagner beaucoup de temps. Ça n'empêche pas après d'apporter une partie fertilisante comme des fientes de poule ou du lisier de porc déshydraté par exemple, qui eux là par contre vient pour réduire la partie minérale azote NPK. Mais voilà, donc c'est deux choses différentes. Il faut bien voir ça comme un amendement pour le sol et non un fertilisant. Donc le mieux, c'est soit de dépendre sur des couverts, donc des fois on le fait avant colza,
mais pas enfouis surtout, et ou avant culture de printemps, là par exemple, avant les tournesols et les maïs. Voilà, normalement j'ai dû faire le tour des différents aspects des déchets verts. On va essayer de reprendre rapidement pour faire une sorte de conclusion. L'épandage, donc c'est une partie l'été avant sur les chaumes de blé, donc avant colza ou avant couvert par exemple, ou sur couvert. Bien en février-mars avant les cultures de printemps, donc sur les couverts vivants ou morts. Le tonnage, ça varie de 7 à 15 tonnes, on va dire, selon la taille du tas d'origine, la distance à faire, parce que le coût, ça peut influencer sur le coût final. Si par exemple la parcelle est à 500 mètres ou à 7 km, ben ça sera forcément beaucoup plus coûteux d'amener de la même donc au niveau du retour, on essaye à peu près entre 2 et 4 ans, selon le volume. Toujours une question d'éloignement. Les parcelles les plus loin, ben, elles voient forcément moins de déchets verts parce que le coût est des fois un peu trop important avec la route. En moyenne, voilà, tous les 3-4 ans, c'est pas mal. Donc la question de base, c'était qu'est-ce que ça apporte dans nos systèmes de culture. Donc là, peu importe que ça soit en ACS ou en bio, le but, c'est bien d'augmenter le taux de matière organique, le carbone du sol, et de remonter l'ensemble des oligo-éléments. C'est-à-dire qu'en apportant du déchet vert, on apporte de la vie, de la nourriture pour la vie du sol, donc du fond de carbone. L'ensemble de ces oligo-éléments, le but c'est de vraiment tout remonter le fond. Il faut bien comprendre que c'est pas du tout un fertilisant. On n'apporte pas d'azote pour les cultures suivantes ou du PK qui rend une action rapide. Il faut bien du temps pour que ça rentre dans le cycle de vie du sol, et c'est pas du tout biodisponible rapidement. D'ailleurs, au niveau azote, c'est plutôt dépressif juste après avoir répandu que fertilisant. Alors, on n'a pas cet effet dépressif si on le laisse poser sur la surface du sol, parce que ça vient pas en compétition avec les racines des cultures. Par contre, bah, c'est les bactéries qui sont dans les premiers centimètres qui vont mobiliser l'azote, mais des premiers centimètres. Donc c'est moins embêtant si c'est laissé sur le sol. Donc sur la partie en ACA, c'est tout le temps laissé sur le sol. Et l'année suivante, on retrouve jamais rien. Il y a aucun souci. Ce qu'on peut faire aussi, les zones un peu mauvaises de parcelles, des mouillères, des zones hydromorphes, des zones où on voit que ça patine de manière régulière, et bien on peut venir mettre des tonnages de manière très localisée, on va dire entre 40 et on peut monter à la limite jusqu'à 100 hectares, mais en équivalent. Voilà, donc en gros on vide l'épandeur sur quelques mètres pour quasiment faire une couche sur le sol. Je l'ai fait plusieurs fois, soit dans des zones qui étaient très mauvaises, sur des couverts d'été, et donc ça a permis d'alimenter la vie du sol tout le temps. Et le couvert d'hiver, hein, le coup après s'enraciner, et j'ai vu sur les colzas et les blés derrière, c'était beaucoup mieux. Ça va pas changer fondamentalement du jour au lendemain ces zones-là de parcelles, mais on voit que ça permet de gagner de nombreuses années dans nos systèmes. Donc c'est ce qui nous a permis d'augmenter assez rapidement les taux de matière organique. Donc même sur la partie bio, on est en labour, pourtant quasiment annuel. Mon père a dû multiplier par 2 quasiment les taux de matière organique, puisque les parcelles sont entre 3 et 3,5, alors qu'à l'origine, ça c'est plutôt à 1,8, 2 au mieux peut-être. Sur les parcelles en ACS, à la prise des champs, on était autour de 1,8 jusqu'à 2, et aujourd'hui on est minimum à 2,4 en l'espace de 6-7 ans. Et donc c'est bien en activant les leviers de réduction, arrêt de travail du sol, arrêt d'exportation des résidus de culture, et le déchet vert qui a fait gagner vraiment de nombreuses années sur cet aspect-là de remise en état des parcelles. Voilà, je pense avoir refait un récapitulatif de l'ensemble des infos. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Allez, salut. J'ai enregistré ce dernier extrait dans le bureau. C'est parce que je ne sais pas si ça se voit sur les vidéos, mais il pleut. Et là, je vais finir mon dernier tour d'azote liquide. Et je vais pouvoir finir le montage de la vidéo. Et pour ceux qui viennent vendredi, on se dit à exactement dans une semaine. Allez, salut. J'attaque enfin l'azote liquide.
Demain, il y a pas mal de vent qui se lève, donc je vais voir ce que je fais ce soir.